Salut à tous, bienvenue sur le Qu'est-ce qu'il dit show numéro 8. Le Qu'est-ce qu'il dit show après la course de Southwick. Et je suis avec mon invité habituel. Je nommé David Villemain. Salut les gars. Ouhou. Avant de commencer, David, on écoute quelque chose quand même. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a écouté cette Marseillaise parce que bon, Southwick, les Français nous ont fait rêver. Et en plus, le même jour, l'équipe de France de foot nous a fait rêver. Exactement. Bonne journée pour les Frenchies. On n'a pas beaucoup dormi, c'est dommage, mais on est un peu fatigué. On a passé la journée devant la télé, mais bon, ça s'est bien passé. Bon, on va en parler de toute façon. On va en parler. Déjà, l'équipe de France, c'est déjà bien. Coupe du Monde une fois tous les 4 ans, donc c'est bien d'aller le plus loin possible. Et c'était un peu un piège, ce match contre l'Argentine, donc c'était cool. Donc, qu'est-ce qu'il dit chaud? Il y a quand même un programme, hein, même si on arrive pile poil de Southwick, et on débarque de l'avion, etc. pour faire l'émission. Donc, tout ça, c'est un peu... mais bon, il y a quand même un programme. Il s'affiche sur votre gauche. On va parler de Dylan, des 2,5, de Dylan, bien sûr. Et puis après, on enchaînera sur les 4,5, sur Marvin Musquin, Dylan aussi, et sur les 4,5. On parlera de Dylan sur la fin. On parlera de Dylan. Et l'équipe de France un peu, la Coupe du Monde. Et après, on finit par Dylan. On finit par Dylan. Voilà, ça c'est le programme. Tout de suite, on enchaîne la catégorie 250. C'est parti. Dylan Ferrandis. Wouhou! Yes! Enfin, je dirais. Non, c'est bien. C'est bien de gagner. Enfin, Français aux US, c'est pas souvent. Même si Marvin, ces dernières années, a quand même gagné pas mal de courses. Mais c'est bien que ça pousse un peu derrière et que Dylan avait gagné quelques manches l'année dernière en outdoor, mais n'avait pas gagné de général, donc c'est sa première victoire sur le sol américain, donc c'est important. Et ça sera une bonne, mémoire, un bon souvenir pour lui dans sa carrière, quoi. Donc c'est toujours cool. On va peut-être revenir un peu en arrière pour bien comprendre d'où il vient, Dylan Ferrandis. Il a repris la compétition après sa blessure au Six d'Atlanta à High Point. Comment déjà tu avais vu son retour à High Point? Est-ce que tu étais déjà satisfait dès le début? Oui, en fait, je l'avais dit dans un Qu'est-ce qu'il dit DV là. Bon, quand on s'aligne derrière la grille, c'est qu'on est prêt, c'est qu'on essaie de gagner. Je suis pas trop pour rouler diminuer, juste pour marquer des points, à moins qu'on soit dans une course au titre. Mais après, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même bien roulé. Il y avait un peu des lacunes, il était un peu rouillé, surtout en première manche. Mais bon, il fait 4 à la journée, je pense que c'était quand même pas mal. Il fait 3 en deuxième, podium de manche. Bon, le retour s'est bien passé, même si on peut toujours analyser et trouver des points qui auraient pu être beaucoup mieux, même avec le potentiel qu'il avait ce jour-là. Je pense qu'il y avait de quoi faire mieux, mais bon, faire une fois 8, 8 et 3, c'était quand même une bonne course de retour. Il faut savoir que Dylan, depuis sa blessure au scaphoïde en août 2017, mi-août 2017, il a fait 2 courses et demi de SX, il a fait Dallas où il s'est ruiné au départ, il a fait Tampa où il a fait 2,
Il a fait une manche et demie à Atlanta avant il a fait 2 de la première manche. En deuxième manche, il se pète le bras, les dents, la mâchoire, etc. Donc il n'a pas beaucoup de courses dans les pattes depuis août, avec 2 grosses blessures, être off 2 fois 3 mois, un total de 6 mois, ça joue sur cette fibre de racing, de course, d'être en paquet, de doubler, entraînement. On ne peut pas reproduire tout ça, donc c'est un peu difficile. On peut travailler le physique, la vitesse, la technique, mais après les conditions courses, c'est un peu délicat. Tu avais décidé avec lui le retour à High Point et tu pensais que c'était une bonne idée de revenir là, ou avec le recul tu l'aurais fait attendre encore un petit peu? Ouais, avec le recul, moi je l'aurais fait attendre un petit peu. Mais Dylan est un compétiteur, il voulait essayer de rouler dans le Colorado, il parlait à moitié sérieusement de rouler à Hangtown, non, Glen Helen, la deuxième, parce qu'en fait il a repris le lundi après Hangtown et ça allait pas trop mal, et il parlait à 2 mots de rouler à Glen Helen. J'ai dit oublie, enfin moi, je lui donne pas des ordres, je donne une opinion. Quand tu as déjà loupé de courses et que tu peux pas être champion, ça sert à quoi de revenir tôt? Ça sert à rien, il vaut mieux revenir quand tu es à 100% et que tu as la caisse pour faire 2 manches à bloc et pour voir un peu où tu te situes. Après, si on revient en arrière, il a commencé à High Point le samedi, il a défini sa moto le mardi, donc il a roulé que le mardi un petit peu avec. D'ailleurs, je crois que le mercredi, il n'a pas dû rouler. Ou le dernier jour où il a roulé, je crois que c'était le mardi, si je me rappelle bien. Ça fait qu'il n'avait pas de temps sur la moto définie, les suspensions comme il voulait. Donc on a un peu galéré, enfin galéré dans le sens où on peut pas galérer, mais ça s'appelle du testing. Donc on a essayé pas mal de trucs, on a été dans certaines directions. Il faut savoir qu'avec Dylan, l'année dernière, son testing a été fait un peu à la va-vite. Il a roulé avec ce que les autres roulaient, ce qui était peut-être pas une bonne solution. Cette année, on a commencé par rapport à de l'origine, on a reparti à 0, donc ça prend du temps. Et ça prend du temps du testing. Quand tu testes, tu fais pas trop... tu fais du physique, mais c'est plus en intervalle, c'est pas trop en endurance, parce que tu peux pas faire une manche de 30 minutes à chaque fois que tu essayes un amortisseur, sinon tu vas rouler toute la nuit. Donc la préparation moto en elle-même n'a pas été exceptionnelle avant d'arriver à la première épreuve, parce qu'il a roulé avec sa moto définie une demi-journée, même pas. Donc si ça avait été que de moi, j'aurais dit au moins encore une semaine sur la moto, un week-end où on peut rouler, où on peut s'entraîner. Mais bon, on a décidé d'aller à High Point, c'était un peu le plan original du début. Et puis bon, ça va quoi. Le problème c'est que faut savoir que quand tu fais des courses, genre en ce moment, Dylan il s'entraîne lundi, mardi, mercredi. Le jeudi il va aux courses, le vendredi il est sur les terrains pour voir un peu, faire le tour du terrain, etc. Parce qu'il veut partir un peu tôt. La plupart des mecs partent le vendredi et roulent le samedi, c'est un peu tard. Tu arrives tard le vendredi, le lendemain matin à 9h il faut être sur la moto, mettre du gaz. Donc il faut quand même, c'est bien qu'il décide d'y aller tôt, mais on fait des semaines de 2 jours de moto et 1 jour de physique quoi. On fait la moto avec un peu de physique, mais c'est léger, tu peux pas le ruiner tous les jours. Et quand tu t'es pas prêt, que tu as des semaines de 1 jour de physique et 2 jours de moto, pour s'améliorer, c'est pas le mieux. Donc quand tu commences trop tôt, en fait tu te tires une balle dans le pied et ça va à ton encontre quoi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer prêt et après s'entretenir, parce qu'à la limite si à High Point il avait fait 2 fois 15 et que ça allait pas à la moto et qu'il avait la langue dans la chaîne, là après à la limite il aurait fallu faire l'impasse sur celle d'après. Bon, ça allait physiquement, comme j'avais dit dans Qu'est-ce qu'il dit, je pense qu'il est, d'après ce que je vois, ce que j'ai vu depuis septembre, je pense qu'il lui manquait un peu de physique à ce moment-là.
On a travaillé là-dessus, on a fait plus de moto, du volume en moto. Donc maintenant, évidemment, il est mieux. Et puis, il sait maintenant gérer son effort sur une manche de 30 minutes par rapport à High Point où il partait dans l'inconnu. Parce qu'il a plus de roulage. Mais comme je disais, si High Point il avait fait 2x15, ça aurait été dur de se préparer et en faisant des courses tous les week-ends. Donc, mais bon, il avait... on s'était à moitié, pas trop mal préparé à ce moment avant High Point, quoi. Pour South Week, on a eu une première manche un peu en demi-teinte parce que mauvais départ et puis finalement il est revenu sur la fin. Ça reste encore son point faible à Dylan? Dylan, le point faible, ça reste, ça aussi j'en ai déjà parlé, ça reste le contact, les premiers tours, quand tout le monde est agressif, tout le monde en paquet, il manque un peu de réflexe, peut-être qu'il a une petite appréhension aussi, mais il manque de roulage, d'habitude, de réflexe. C'est dur d'être au milieu de 40 pilotes et de mettre gaz d'entrée en ayant fait 3 courses depuis août l'année dernière. C'est compliqué. Donc on l'a vu depuis le début de l'année, les premières manches un peu difficiles. Il met du temps à se mettre dans le bain. Là, il a fait le meilleur tour en course au 6e tour. Alors que quand les mecs de devant, ils font les meilleurs temps un peu avant quand même. Donc je pense manque un peu d'agressivité dans les premières 15 minutes de la première manche. Après on a vu qu'il s'est mis en route, on a vu qu'il a fait des bons temps. Après, de toute façon on regardait ensemble, on a bien vu que, je t'ai dit, après 15 minutes, 20 minutes, là il va commencer à dérouler. Parce que je sais que physiquement il est par rapport à la... Et ça j'ai dit aussi, par rapport à la concurrence, il est pas mal. Pas encore vraiment où je voudrais qu'il soit, mais parce que j'attends beaucoup et que je veux qu'il soit encore plus prêt, et il y a possibilité. Mais je sais qu'il va dérouler en fin de manche parce qu'il est mieux. Je les vois les autres aux courses, j'analyse les chronos, je regarde les manches, je vois que ça baisse et que ça cravache un peu à la fin. Et c'est ce qui s'est passé même dans la deuxième manche. En fin de manche, on voit qu'il déroule et qu'il remonte, il passe des mecs. Et après 20 minutes, il les passe facilement. Alors qu'en début de manche, il était 10-11, il s'est fait passer par Savaggi là, ce week-end en première manche. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas vu, mais il galérait avec des mecs contre qui il doit passer en 3 virages. Donc il manque un peu cette pratique d'être dans le paquet, quoi. Dis-moi si je me trompe, mais vous avez bien travaillé avec le physique avec Dylan et on sent vraiment qu'il force vraiment, il va au bout, quoi, au bout de toutes les manches. C'est un peu ça, non? Oui, il faut avoir déjà une base, des fondations pour faire ça. Tu peux pas, si tu n'as pas de terrain dans le sac, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. Donc tu vas avoir des bases, on a beaucoup travaillé. Même si la plupart des gens pensent que je suis un clown et que je comprends rien en condition physique, là je pense que après 3 mois sans moto, grosse blessure, au bout de faire des podiums, podium de manche, première course ou les 2 retours, c'est que physiquement on fait des trucs qui fonctionnent. Et moi je suis adepte du sérieux, de la répétition. Et puis travailler intelligemment, mais il faut qu'il y ait quand même du volume. Et oui, je le dis, je vois les mecs rouler. On a vu les mecs rouler pendant 3-4 semaines avant la saison outdoor et juste après, quand les mecs restent à l'ouest, on voit tout le monde rouler. On voit les Roxanne, on a vu les Marvin, on a vu tous les mecs qui sont là, qui testent, mais qui font aussi des manches. Moi, je suis là avec ma montre pourrie, je prends des temps, je vois, hop, je fais un peu la fouine, je me mets à des endroits où je vois les mécanos des autres qui panotent, je vois les temps, je vois combien ça fait de temps qu'ils roulent et les temps qui baissent.
Et après, moi, ça me donne une indication sur la forme des autres. Et après, quand je vois ce que Dylan me fait par rapport au chrono qu'il fait en vitesse pure, et qui reste, qui a moins d'oscillement de temps chrono par rapport, on dit comment, oscillement, oscillage aussi. Ça aussi. Oui. J'en sais rien. Enfin, bon, Ok. vous avez compris. Ouais. Et Dylan, c'est quand même moindre. Et le fait de... Et je lui dis, je lui répète, et je lui ai eu au téléphone avant les manches, j'étais à côté, et je lui ai dit, il faut aller au bout, il faut cravacher jusqu'à la fin. Il a, même si à un moment, tu as du mal, parce qu'obligé, ben ils sont haut en pulsation, il fait chaud, musculairement, voilà, ils ont soif, c'est dur le cross, hein, surtout en outdoor. Mais il a la caisse pour quand même faire deux manches gaz en roulant techniquement bien. Après, s'il commence à rouler à la Barcia, faire n'importe quoi, des extérieurs, des coups d'embrayage, coups de frein arrière, là tu peux te fusiller, peut-être que tu n'as pas assez de physique. Mais s'il roule avec la qualité, avec la technique qu'on a travaillé et la philosophie que j'essaie de lui apprendre. Et si vous suivez un peu et que vous connaissez à moitié la moto, quand on en parlait cet après-midi, quand tu le vois rouler l'année dernière en outdoor ou en SX et tu le vois rouler cette année, sincèrement, si je ne sais pas que c'est Dylan, c'est un autre pilote. Il est beaucoup plus posé, il garde sa vitesse, il roule beaucoup plus avec les jambes, et son style de pilotage a changé, et c'est sa technique aussi. Et quand tu roules bien techniquement, tu te fatigues beaucoup moins, ça c'est obligatoire. Mais il faut se donner, tu sais jamais ce qui arrive. Là tu vois, tu prends par exemple la deuxième manche, s'il arrive 3 et qu'il baisse les bras et qu'il dit c'est bon, je peux pas les avoir, et que les deux autres ils se mettent au tas et que il n'aura pas cette opportunité. Déjà il y a dans ce sens-là, ça c'est un premier point. Le deuxième point, ce que j'ai dit après à répondre, c'est que les courses, et les gens n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire, je vais peut-être essayer de le répéter. Oui, c'est des courses, il faut faire des résultats, mais c'est pas la peine de garder de l'énergie. C'est aussi un entraînement. Quand on fait une course, si on fait une course à bloc jusqu'à la fin et qu'on se rentre dedans, et qu'on pousse ses limites physiques, morales et tout ce qui s'ensuit pour toujours aller chercher les mecs un par un, et c'est ce que je lui répète, c'est tant qu'on n'est pas en tête, il faut aller chercher le mec de devant, et on s'en fout s'il a 1 seconde ou à 15, on essaye d'y aller, et c'est pas de la perte d'énergie, c'est pas de se donner pour rien, c'est jamais pour rien, c'est pour le week-end prochain, c'est pour dans 2 semaines. Parce que si tu restes dans tes limites, eh ben là, tu t'entraînes pas. Tu t'entraînes pas physiquement. Donc toujours dans cette optique de pousser jusqu'à la fin pour progresser soi-même. Peut-être pas pour avoir un meilleur résultat, parce que s'ils sont trop loin devant, tu vas brûler de l'énergie pour rien, pour la plupart des gens, mais pas pour moi. Parce que pour moi, comme il n'est pas encore à 100% de sa forme, que je pense, il faut qu'il pousse, et puis il n'a pas de points. S'il était en tête du championnat et qu'il fallait que... Des fois, il faut assurer une 2e, 3e place, pas prendre de risques. On a vu Tomac à Muddy Creek, c'est bien de rouler comme ça, dans la position de Tomac. Mais dans la position de Dylan aujourd'hui, même s'il est 5, 6 à 10 secondes du 4e, et qu'il reste 2 tours, il faut y aller. Il faut y aller, même si c'est la dernière manche, et même si... sur le papier, c'est presque impossible d'y arriver, mais tu te seras rentré dans le lard et tu auras progressé. Et c'est comme ça que jusqu'au moment où tu te dis, physiquement, je suis bien maintenant, je peux un peu me relâcher. Mais justement, l'outdoor, c'est tellement dur, il n'y a pas ce petit moment où quand même tu gères un peu ton effort, surtout en première manche, pour arriver dans la deuxième? Oui, quand tu joues un championnat. Quand tu joues un championnat, ok. Dylan ne joue pas un championnat. Et je pense que même s'il se donne à fond en première, il a la caisse pour... et puis la technique. Après, s'il a un coup de pompe, il a un coup de pompe. Ça arrive à tout le monde. Même
même Carmichael a des fois eu des coups pompes et il a eu du mal et il s'est reconcentré. Ça arrive, ça va pas tout le temps sur des rails. Il y a toujours des bumps, tu vois, sur la route. Donc, mais il reste en période d'entraînement. Donc il faut cravacher et se donner jusqu'à la fin. Et je pense que c'est important. Après, comme je dis, quand il sera dans une situation différente et que ce soit un SX ou un MX, oui, la prise de risque moindre pour pas aller à la faute et un peu assuré si tu as des points au championnat. Tu vois, donc évidemment, c'est un peu comme Thomas. Si la semaine dernière, il est en tête du championnat, il sait qu'en faisant 3, il va gagner l'overall, il va quand même reprendre quelques points sur Marvin. C'est pas la peine d'aller au casse-pipe et d'aller chercher Barcia, parce qu'il joue un championnat. Mais à la limite, si Dylan, là, il pousse, il passe des mecs comme il a fait dans les 2 manches et qu'il perd l'avant parce qu'il a trop poussé, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il n'y a pas trop d'enjeu pour lui. Oui, il y a l'enjeu course par course de faire un podium, de gagner des courses, de gagner des bonus, mais il faut quand même voir le court et long terme de préparation. Dans la première manche, le fait qu'il parte mal et qu'il était obligé de revenir, t'étais un peu inquiet ou pas? Non, mais le problème c'est que je te l'aurais dit, quoi. Si je le vois partir au premier tour, je te dis comment ça va se passer et tu étais là, je t'ai dit, tu vas voir, au bout de là il galère 11, 10, 9, c'était un peu laborieux la remontée. Je te dis quoi, après 15-20 minutes, tu vas voir, ça va dérouler et ça va revenir. Au bout de 15-20 minutes, ça va dérouler et il a commencé à faire, tu vois, il a fait presque à la minute course, il a fait les meilleurs temps, il faisait des bons temps. Je sais, parce que je commence à le connaître, l'animal. C'est juste, il faut qu'il fasse des courses et que ça va revenir, qu'il se dérouille un peu dans la première partie de la première manche. Après, le reste, c'est quand même bien ce qu'il fait. On aurait presque oublié ceux qui étaient devant dans cette première manche. Austin Faulkner qui fait une belle première manche. Ouais, Faulkner bien roulé, Martin aussi, solide. McElrath aussi. Bon, McElrath qui a fait 3-4 tours bien et après l'angle de la chaîne il a rétrogradé beaucoup. Ce qui est bizarre, mais là aussi on parle d'un mec qui peut-être qui s'est brûlé d'entrée, qui manque un peu de fondation, un peu de concentration, de technique, qui n'a pas pu se reconcentrer pour faire les choses techniques et prendre les bonnes traces pour essayer de dérouler, de bien enrouler, de ne pas faire d'erreur. Donc ça a été un peu un feu de paille et ça a été assez surprenant de le voir en deuxième manche pousser Dylan vers la fin, parce qu'il est resté quand même dans le sillage de Dylan toute la fin de manche, alors qu'en première il a complètement lâché. Tu crois qu'il y a une histoire un peu d'ego dans ces... Non, j'y crois pas. Non. Crois pas, l'ego. Tu peux avoir de l'ego et si t'as rien dans le sac, t'as rien dans le sac. Non, mais c'est étonnant qu'on l'a vu avec ne plus avoir rien dans le sac dans la première et finalement pousser. Ouais, c'était plutôt la concentration technique. Il roulait bien et puis d'un coup il a commencé à changer de trace, à se tanker dans les virages. D'un coup il y a 2 mecs qui le passent, donc il n'a pas su se reconcentrer, se remobiliser pour repartir au charbon. Et là, quand tu loupes le train, là, à ce moment-là, quand tu commences à perdre des places, c'est journée porte ouverte, hein. C'est fini. Tu as texté Dylan entre les 2 manches? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je ne l'ai pas texté, je crois. Non. Je l'ai parlé avant la première, mais je ne crois pas que je l'ai texté entre les 2 manches. Qu'est-ce que tu lui as dit alors avant la première? Bon, il avait un petit souci, donc on a discuté. Je lui ai donné 2-3 conseils. Et je lui ai dit ce que je viens de dire. On cravache jusqu'à la fin et on pousse un par un et on va jusqu'au drapeau et on attaque. Quoi qu'il y ait dans n'importe quelle position, quoi. La place, on s'en fout, mais c'est de cravacher, de se faire plaisir, pas de regrets et surtout pas besoin de garder de l'énergie pour le soir. Il faut être, comme je dis qu'à la fin de la deuxième manche, il faut être vidé, quoi. Être content quand tu es vidé, que tu as donné le max, même si tu ne gagnes pas.
moi j'ai gagné des courses où j'étais pas super content et j'ai fait d'autres courses où j'ai pas gagné, mais je me suis donné, j'ai fait le max et je suis revenu. Et après des chutes au départ, par exemple, des trucs comme ça, en faisant des belles places, mais je me suis donné jusqu'à la fin et j'étais super content. Donc c'est important de ne pas avoir de regrets en fin de manche hein, et pas se dire oh putain mais là j'aurais pu mettre un peu plus gaz, j'aurais pu pousser un peu plus, finalement je suis pas super fatigué en fin de manche. Non, il faut dire oh putain j'ai tout donné, c'est cool et j'ai tout donné et aujourd'hui ça vaut mieux dire aujourd'hui il manquait, là on voit ce qui manque et on travaille là-dessus, que pas se donner et pas être super heureux quoi. Donc, Avant de parler de la deuxième manche, on va tout de suite regarder le départ justement de cette deuxième manche, comme ça on va pouvoir enchaîner. RJ Hampshire had it on the inside. Look at overall performance and look at this. Oh, is he going to do it the long way around? Wow. Well, I've seen on the track map, one area that's almost impossible to cross. Bah, comme on voit un peu sur les images, il fait un meilleur départ que la première manche quand même là. oui, effectivement, il est un peu plus dans les 10. Bon, après, c'est une catégorie homogène, donc que tu sois. Si tu n'es pas dans les 3, c'est délicat parce que tu es un peu dans la même situation où il faut doubler rapidement. Et c'est gênant parce que, comme on en parlait, Dylan n'a pas encore. Ne maîtrise pas encore ses débuts de manche en paquet. Mais il s'est pas trop mal débrouillé, ça a un peu fait la même chose qu'en première. Si on regarde bien, c'était un peu laborieux, c'est resté un peu à leur place, tout le monde est un peu frais et ça a commencé à remonter, ça a passé Savagi, ça a passé d'autres mecs, je ne me rappelle plus. Et au bout en plus je te l'ai dit, et putain, il est qu'à 8 secondes de la première place et il restait 20 minutes. J'ai dit, ça va, pour être placé, même s'il était 6-7 à ce moment-là, j'ai dit c'est pareil. Au bout de 15-20 minutes, ça va dérouler, ça va venir, il va prendre le rythme. Et quand tu travailles ou quand tu es avec un mec qui est un peu rouillé, si tu veux, en condition course, après, quand il va passer 2-3 mecs, hop, il va se dérouiller, il va trouver des lignes, tout va se mettre en place et ça va aller beaucoup mieux. C'est ce qui se passe. Non, j'étais content et j'étais surpris qu'il revienne. Pas surpris parce que j'y crois en Dylan, j'y crois en notre préparation et comme il roule, à sa vitesse. Mais il était quand même revenu alors que Faulkner était quand même parti. À un moment, moi je disais au mieux peut-être qu'il va faire 2 quoi. Et puis il est revenu dans la roue. Martin est revenu sur Faulkner au cul évidemment après ce qui s'est passé. Et Dylan était là quoi. Ils étaient les 3 en paquet. Il restait 3 tours. Donc ça aurait été une belle course si les deux devant s'en mettent pas une. Mais ça reste important de toujours pousser et puis d'être un peu opportuniste. Si tu lâches un peu les bras et que tu gardes de l'énergie pour aller bouffer le soir, des fois les opportunités, moi j'en ai manqué des comme ça, je le sais parce que c'est mon expérience. J'ai loupé des podiums et des sous parce que en fin de deuxième manche j'ai lâché, qu'il y a 2 mecs qui se sont coupés en 2 et que j'aurais fait un podium au général, tu vois. Je les connais ces situations parce que je les ai vécues, donc je sais les erreurs que j'ai fait, et puis les trucs que j'ai fait bien. Et maintenant à 40 balais, j'arrive à analyser, tu vois, et à essayer de faire essayer à Dylan de ne pas faire ces erreurs, essayer de les dire avant que ça arrive. Et en plus, comme Dylan, le courant passe dans le sens où il est quand même bien à l'écoute, même s'il il râle en plaisantant souvent, mais il écoute vraiment à 100%, donc ça fonctionne. On va regarder les images, tu vas les commenter en même temps. L'image de Faulkner, enfin
de Alex Martin qui arrive sur Faulkner. Donc on voit les images pendant que tu commentes. Donc Faulkner, non, c'est Martin qui arrive à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans la même trace, ouais, la même trajectoire? Ils vont tous dans la même trace. Bon, Martin il est un peu en retard, mais bon, comme il est à l'intérieur, obligatoirement c'est celui de l'extérieur qui prend. Faulkner ne l'a pas vu arriver parce que c'est pas un endroit où il pensait l'autre arriver, donc il a été surpris. Et voilà, un dans l'autre, les deux au tas, quoi. C'est vrai que dans un sens, il faut savoir où est ton adversaire derrière, et dans l'autre, quand tu es deux, il faut savoir choisir le bon endroit pour doubler et pas doubler dans un intérieur qui est un peu rapide, il n'y a pas d'appui, c'est un peu en dévers à la sortie. C'est une erreur de précipitation de Martin ou pas? Oui, précipitation, mais aussi stratégique. C'est une mauvaise stratégie, il aurait dû... C'est quoi, c'est un mec qui réfléchit pas assez, qui est pas assez patient? Non, parce qu'il a... c'est pas une histoire de patience, il restait 2 tours, donc ou 2 tours et demi. À ce moment-là, il n'a pas besoin d'y aller là, dans un endroit où c'est sketchy, quoi. Comme on dit sketchy en français, c'est chaud, quoi. Ouais. Il y avait d'autres endroits pour passer plus en sécurité. Et ouais, c'est pas... Et puis aussi, comme si tu veux, l'autre Faulkner ouvre son entrée, il vient de large, peut-être aussi l'autre il dit bah il va peut-être aller à l'extérieur, donc je me mets à l'intérieur, mais en fait il ouvrait bien son virage, Faulkner, pour aller à l'intérieur, il venait de gauche à droite, et l'autre il est arrivé plein de billes à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est un peu une erreur stratégique, de la part de Faulkner d'ouvrir les portes quand tu as un furieux derrière, et puis 2 de Martin de vouloir s'enquiller à l'intérieur, vraiment dans ce virage. Il y en a d'autres des virages pour doubler. T'es derrière, dans la tête, à la place de Dylan, les deux tombent devant toi, c'est quoi? C'est caviar dans ta tête? C'est Youplaou? C'est wouhou? Ouais, c'est bien. Puis, lui, il sait pas, mais quand je te l'ai dit de suite, là, Martin, il fait 2 en première. Faulkner, il se relève pas, qui gagne la première. Martin qui fait 2 en première. Ça t'a pris 5 secondes pour comprendre. 5 secondes. Quand t'as vu que Faulkner ne se relevait pas, t'as dit tiens. Et que Martin ne pouvait pas faire 2 ou qu'il était 4 ou 5 au moment où là, il se relève. J'ai dit là, Dylan il gagne. J'ai pas besoin de prendre la calculatrice, tu vois, et je l'ai fait de suite le calcul. Mais Dylan ne le savait pas. Tu sais pas, Martin, s'il est 2 ou tu vois, tu sais pas où il est. Donc non, c'est cool. Je pense qu'il le mérite parce que bon, il fait le meilleur temps en première manche. Deuxième manche, il doit faire le deuxième temps, quasiment le même temps de Plessinger qui est encore un qui a passé la journée avec la langue dans la chaîne. Ça fait 2 week-ends difficiles pour lui d'ailleurs, 9-5 la semaine dernière et là il fait quoi, 3-7 ou je sais pas quoi, pas terrible du tout. Donc Dylan, voilà, il fait meilleur temps au deuxième essai quand la piste elle était défoncée, il fait le deuxième temps en général parce que bon, en première séance le circuit était plus neuf et il était un peu la gueule enfarinée et il fait 7e temps. Donc deuxième au deuxième essai, meilleur temps en course en première, quasiment le meilleur temps en course en deuxième. On voit qu'il... Plessinger est rapide mais pas de beaucoup. Hein. Moins d'un dixième, moins d'un dixième. Donc voilà, c'est rien, c'est quasiment le même temps. Tout ça en étant dans le trafic, imagine si Dylan il part en tête et qu'il a la voie libre et qu'il peut se concentrer. Et je veux dire, la vie change là. Là, il se fait crépir la gueule, on l'a vu, il est toujours avec des mecs, en paquet en début quand il est frais. Tu peux pas vraiment faire des bons temps. Quand il a eu la voie libre, direct, il a fait tomber les temps et ça, c'est très positif. Et ce qui est positif, c'est qu'à la fin, tu vois, il les prend un par un, c'est que la caisse revient et notre programme fonctionne, donc c'est très très positif. Maintenant il va falloir bon ça va, il nous saoule maintenant, ça fait 3 courses, il va falloir qu'il se réveille les premières manches quoi, c'est bon, 3 premières manches à être un peu dans le gaz, c'est bon. Bah, deuxième course de retour, première victoire en général, est-ce que c'est dans tes plans, ton programme t'es où tu voulais être, où tu voulais qu'il soit, ou c'est encore pas encore tout à fait ce que tu voulais?
T'as compris ma question? Oui, moi je veux qu'il gagne toutes les manches. Donc moi c'est mon objectif. Après High Point à son retour, je lui ai dit, si tu roules comme tu sais faire, pas plus que tu fais l'entraînement, pas plus physiquement, ce que tu sais faire, comme tu sais rouler, en roulant technique, en t'amusant avec la piste, et en te donnant jusqu'à la fin, tu gagnes. Parce que je pense que même si c'est le retour, je dis, mais tu as le potentiel pour gagner. Vraisemblablement, il s'est fait bouchonner par Faulkner. Donc j'étais obligé d'attendre au moins une manche. D'analyser une manche où il se donne et je vois un peu les temps chrono, tout ça. Donc il m'a fallu la première d'High Point. Après High Point, je savais qu'après la première, je savais qu'en deuxième, il avait le potentiel de gagner. Bon, il fait 3, il s'est fait bouchonner par Faulkner toute la manche. Est-ce que je savais qu'il allait faire ça avant High Point? Non, parce qu'on allait un peu dans l'inconnu. Je savais qu'il était pas mal parce que je voyais les autres en entraînement, en faisant des manches, j'espionnais un peu les temps chrono, comme je disais. J'essaye un peu de faire la fouine et de récolter le plus d'informations possible quand je suis sur un terrain, même si je prends des photos et je fais des lives. J'ai quand même l'œil. Et puis après High Point, oui. Muddy Creek, moralement c'est dur, ça a été, enfin, il y avait une appréhension chez Dylan pour Muddy Creek parce que l'année dernière il avait fait une course de merde, il se sentait mal, il se sentait pas bien sur la moto et dans sa tête il partait un peu dans le négatif. Donc il a fallu travailler sur ce point et dire non mais c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle moto, c'est un nouvel entraînement, c'est le circuit à Muddy Creek, oui c'est casse-couille mais ça ressemble à High Point a bien roulé, vas-y ça va aller. Donc il a fallu un peu le recadrer dans cette optique là parce qu'il n'aime pas le circuit, parce que la première fois où il est allé il a fait une course de merde. Donc il a aussi bien roulé à Muddy Creek et après High Point, l'objectif c'est maintenant il n'y a plus Osborne, il n'y a plus Martin, c'est de gagner des manches quoi. Mais je veux dire, tu enlèves les deux champions je sais pas moi, dans les 6 dernières années, ils sont ou dans les 5 dernières années, il y a 3 fois ils ont été champions les deux combinés. À part Webb qui est monté. Donc il y a quand même 2 mecs qui sont pas là, donc le reste il faut leur mettre quoi. Il faut leur mettre même si la préparation n'est pas à 100% et même s'il a loupé les 3 premières courses quoi. Le titre du résumé pour la course de Dylan, la victoire de Dylan, c'est les hold-up de Dylan Ferrandis. On en a parlé tous les deux, on a choisi un peu ce titre tous les deux. On peut peut-être faire une petite expression de texte parce que c'est pas du tout péjoratif. C'est un hold-up, mais parce qu'il était là et il a. Oui, hold-up, c'est dans le sens où il y a un peu d'opportunisme, voilà. Obligatoirement. Je veux dire que le titre, c'était pas qu'il avait volé. La victoire à qui que ce soit. Non, il n'a pas volé. C'est qu'il a pris. Faire le hold-up en foot, je vais faire du foot parce qu'avant le foot c'est mon truc. Faire le hold-up en foot, c'est quoi? C'est jouer serré, jouer en défense et à 10 minutes de la fin, contre-attaque, but. C'est ça le hold-up. C'est un peu contre le cours du jeu, c'est ça un hold-up. Là, c'est pas trop sur le cours du jeu parce que Dylan, c'était un des meilleurs aujourd'hui. En vitesse, en physique, je pense que si tu mets tous les pilotes, si tu fais des simulations de manche avec tous les pilotes au premier virage, je pense que celui qui a le plus de chances de gagner la manche, c'est Dylan aujourd'hui. Parce qu'en vitesse et en physique, il était là. Après, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a les circonstances de course, etc. Mais il n'a pas volé, il a été opportuniste. Oui, il y a 2 mecs qui tombent, mais bon, moi j'ai gagné des courses, et des mecs qui sont tombés aussi. Je veux dire, moi, la première US que je gagne, je fais 20 tours en tête, et je fais le shot, mais derrière moi, McGrath il tombe au départ. Donc, effectivement, obligatoirement, ça m'a aidé. Quand le champion tombe au départ, ça m'a aidé. Mais c'est comme ça, je veux dire. C'est comme ça, il faut être opportuniste un peu quand même dans la compétition.
petite conclusion sur Dylan Ferrandis. La semaine prochaine, c'est Red Bud. Un petit pronostic pour pas seulement Dylan, mais aussi la catégorie de nuit. J'aime pas les pronostics, c'est nul. Vous me saoulez avec vos pronostics. Et j'ai pas une boule de cristal. Je parle pas de pronostics, moi. Je suis Alors, je remarque. Non, qu'est-ce que tu veux je suis pseudo-entraîneur. Moi. D'après, je suis un clown, un has-been, et je coach un pilote de cross. Donc, je fais pas de pronostics. Je vais pas te dire que Sexton il va gagner 2 manches. Je fais pas de pronostic. Moi je te parle d'objectifs. Les pronostics c'est pour les mecs qui veulent gagner 3 bidons d'huile et un maillot le Big USA. Je m'en branle moi de ça. J'en ai pas besoin. Moi je suis dans les objectifs. Les objectifs c'est pour Dylan. Je suis team Dylan moi. Je veux qu'il gagne toutes les courses. Je veux qu'il fasse le meilleur temps avec 2 secondes d'avance à tous les séances d'essai. Je veux qu'il parte dans les 3-4 premiers, qu'au bout d'un quart d'heure, il soit devant et qu'il gagne avec 15 secondes d'avance. Moi, c'est ça. Ça, c'est l'objectif. Le potentiel de Dylan, c'est de gagner les 2 manches maintenant. Et ça, depuis Muddy Creek, il a le potentiel. Mais le problème avec les athlètes, on le voit en foot, on le voit dans tout, on voit en basket, c'est de tirer le 100% du potentiel du pilote le jour J. Et c'est difficile. Combien de fois les favoris sont passés à la trappe? L'Allemagne, favori, passe à la trappe à la Coupe du Monde. Donc moi je parle d'objectif. L'objectif c'est qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et voilà. Potentiellement, si Dylan... sans parler de départ parce que je déteste il faut bien partir, non, faut pas bien partir, je veux dire Dylan s'il part 10 en première il peut gagner, si les 15 premières minutes il roule comme il faut faire il peut gagner la manche. En deuxième manche pareil, il n'a pas besoin que les 2 mecs se fracassent, pareil les 15 minutes, première minute un peu trop timide, première 10 minutes 4-5 tours hop, les écarts se font, c'est plus difficile. Dans les premiers tours, il faut être habile, il faut être vif, explosif, créatif, changer de trajectoire, extérieur, intérieur, pas rentrer dans les, tu vois, pas trop perdre sa vitesse, être un peu fouine, quoi, tu vois, pour passer des mecs par 2, en faisant un extérieur d'outre-tombe parce qu'il y en a, tu vois, les mecs qui font des intérieurs à l'arrêt, ben, tu passes à fond, c'est ça qu'il faut trouver. Retrouver tous ces petits réflexes pour que dans les 15 premières minutes, ben, quand il part 10, au bout de 15 minutes, ben, il est 3 ou 2. Au lieu d'arriver 2 ou 3 à 2-3 tours de l'arrivée, tu vois. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est les objectifs, pas les pronostics. Cela dit, si Dylan continue vraiment à rouler aussi bien que ça, est-ce que ça va pas vite devenir un problème pour Plessinger qui est lui en tête du championnat et joue le titre? Oui, mais Plessinger, chacun sa mère, hein, je veux dire, sur le cul, quoi. Je veux dire, il n'y a plus personne, il faut qu'il deal avec Alex Martin maintenant. Je veux dire, il est assez grand quand même, on ne va pas s'arrêter ou s'intercaler avec Alex Martin. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Les 4 dernières manches, il est un peu à l'ouest. Alors qu'il a fait des courses où il fait 2 fois 1. C'est un peu une énigme après, hein, quand tu vois ça 2 fois 1 à Glen Helen, 2 fois 1 à High Point, et là 9, 5, 3, 7 ou j'en sais rien, putain, mégaz quoi, tu vois. Donc oui, évidemment, à un moment donné, si Alex Martin est à 4-5 points et qu'il va rester 2-3 courses, je pense que les mecs avec les petites chemises marquées Yamaha ici, là, ou Monster, ils vont dire, écoute, Dylan, ça serait bien que tu ne fasses pas devant, entre Alex et Aaron, si Alex est devant, et ça serait bien que tu t'intercales, machin, ou, tu vois. Obligatoirement, ça va arriver cette discussion, tu vois. Ils vont pas lui donner les ordres de s'arrêter, mais ils vont le faire comprendre que ça serait bien de faire un petit geste, tu vois. Après, qu'il le fasse pas, ils vont pas le virer, hein. C'est que ça reste quand même un sport collectif. Mais en tant que manager, moi, oui, j'aurais pas fait comme KTM l'année dernière, il y a 2 ans avec Dungey et Marvin.
J'aurais dit oui, il y a des consignes, on veut gagner, on est là, on dépense des millions de dollars depuis des années, on ne veut pas aider un pilote Kawasaki à être champion. C'est logique, mais dites-le quoi. Arrêtez de dire et en plus, je vais dire ça pour Marvin, si tu nous regardes. Et je pense qu'il nous regarde d'ailleurs. Je reste sur ma position qu'il n'a pas fait exprès de faire l'erreur. Peut-être que c'est dans sa tête de le laisser passer à un moment donné, mais dans cette action-là, c'était où? Foxborough c'était? Non, c'était pas Foxborough. C'était où? C'est à New York? New York. Ouais. New York? Ouais. Où il sort de la... Il sort de l'ornière. Ouais, et que Dungey passe. Ouais. Dans cette action-là, je reste sur ma position. Il a fait une erreur, ce n'était pas exprès. Peut-être ça aurait été arrivé plus tard, mais ce n'était pas là. Peut-être qu'il avait dans l'esprit de le laisser passer ou de faire un truc ou machin. Mais non, pas là. Bref, je pense que quand tu as une team et qu'un team d'usine, ça coûte beaucoup d'argent, investissement de Yamaha, de Monster, de machin, de trucs, paye les pilotes, c'est quand même bien d'aider le pilote de la marque, surtout quand tu joues rien. Je pense que c'est quand même... Enfin, moi, en étant manager, je le ferais. Bon, très bien, c'est une bonne conclusion pour la catégorie 2,5. On passe tout de suite à la catégorie 450 de Southwick. Catégorie 450. Jingle? On enchaîne donc sur la catégorie 450 de l'épreuve de Southwick, toujours avec mon invité David Villemain. David, première manche, 4,5. On a vu une bagarre, attention, entre Marvin et Eli Tomac, mais un truc de fou. On est d'accord là-dessus. On a vu un beau spectacle. Beau spectacle, ouais. C'était moins serré parce que c'est du sable, donc ça fait toujours à peu près un accordéon, il y a toujours un mec qui s'enterre, donc c'est pas comme My Point où ils étaient vraiment roue dans roue, donc ça faisait un peu accordéon, mais on voyait qu'ils en mettaient. Et comme je disais depuis le début d'année de l'Outdoor, j'aime bien ce nouveau Tomac qui est patient, qui prend son temps, qui fait pas un peu n'importe quoi. Et il a montré dans cette première manche où il a attaqué un peu vers la fin, il a fait ça sur d'autres courses aussi, il a fait ça dans le Colorado, il a fait ça, peut-être pas Muddy Creek, mais sur d'autres courses en fait, on l'a vu attendre, surtout derrière Roczen, parce qu'il sait que Roczen il a peut-être pas la caisse encore et il attaque quand il est un peu plus faible. Mais pour Marvin, c'était la stratégie, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il a grindé, il a essayé, il a changé de trace. Marvin avait quand même de meilleures traces, il faut le dire. Il anticipait beaucoup plus, il ouvrait ses virages beaucoup plus. Donc quand tu ouvres tes virages, tu t'enterres moins dans le sable. Tu peux plus s'enrouler. Quand tu rentres serré, tu es obligé de ralentir plus automatiquement. Donc comme c'est du sable, la relance est plus difficile. Je trouve que Marvin avait de très belles traces. Mais ça reste le Marvin où sur les circuits comme ça, il manque de bourrinage tout simplement. Donc c'est dû au physique, à la force, au style de pilotage ou ne pas s'entraîner assez à le faire. Ça fait beaucoup de points quand même. Il y a toutes ces possibilités qui font que je pense à un moment, il faut que Marvin fasse des extérieurs et mette du gaz. On a vu 2 virages à mal arrivé où il a un peu bloqué Tomac, ou Tomac le double d'ailleurs. Tomac fait tout extérieur en bas, le virage d'avant, il fait tout extérieur avant de le passer. Il garde sa vitesse dans le sable. L'extérieur, ça, Marvin, il a encore trop cette fibre européenne de faire des petits intérieurs. Quand des fois, il n'y a pas à réfléchir à trouver la bonne trace. Il faut aller dans la trace de tout le monde, fermer les yeux, serrer les fesses et mettre gaz. Et je pense que c'est là où il a pêché en première manche, pas Dylan, mais Marvin. C'est on voyait que ça faisait l'accordéon à bloc. Donc dans la première partie du circuit où c'était un peu plus sinueux, des gauches-droites, des dévers où il faut être un petit peu fin et de trouver des bonnes traces, la première partie du circuit, Marvin prenait des mètres.
Et dans la deuxième partie où c'était plus roulant vers l'arrivée, avant l'arrivée, toute cette partie-là, où c'est plus roulant, plus des courbes, où il faut pas réfléchir et garder sa vitesse pour les extérieurs blocs, Tomac revenait. Quand Tomac il a compris ce qu'il fallait faire dans la première partie où je veux dire Dylan à chaque fois, où Marvin lui prenait des mètres dans la première partie, donc après les mécanos par exemple, après les mécanos, le premier dôme, Marvin sautait une bosse de plus en début de manche que Tomac ne faisait pas. Après il a commencé Tomac à de trouver des bonnes traces et un peu suivre Marvin. Il faisait un extérieur qui marchait pas et il a fait pendant 4 tours, il a perdu une demi-seconde à chaque fois. Enfin il a plus fait. Il a commencé à sauter comme Marvin après les mécanos, ce simple là, sauter une bosse de plus. Et dès qu'il restait au contact dans la partie où il était moins bien, donc il est resté au contact de Marvin. Et dans la partie où il était mieux que Marvin, dans la partie rapide, c'est là où il a porté son attaque, il a fait extérieur, il a passé. Donc j'ai trouvé la stratégie et la réactivité de Tomac en première manche assez bonne. Et toujours le Marvin qui prend de belles traces et qui fait de très belles choses dans le technique et tout ça. Mais dans les endroits rapides où il faut être bourrin, il a encore des lacunes là. Tu crois que l'accordéon c'était en hommage à Yvette Horner qui vient de décéder ou pas? Possible, c'est possible, mais ouais, ça faisait bien accordéon, on le voyait très bien. On l'a vu toute la manche. Il y avait bien 2 parties succinctes. Ah, t'aimes bien ce mot? Ou distinctes. Distinctes, ok. Où un était meilleur que l'autre, mais il y en a un qui a réussi à être mieux dans la partie où il n'allait pas bien pour porter une attaque. Donc j'ai trouvé ça assez bien. Il y avait ce côté aussi qui était impressionnant, où on en a parlé d'ailleurs, c'est que Marvin était longtemps devant, et il y avait cette pression constante de Tomac, et Marvin n'a pas lâché. Oui, je pense depuis, je sais plus quelle course, depuis High Point, où c'est un peu le nouveau Marvin, un peu plus combatif, un peu plus agressif. Bon, j'ai pas trop aimé 2-3 moves, comment on dit, action de Marvin sur Tomac, quand il sort de l'ornière à un moment où il tombe Faulkner et Alex Martin dans ce virage-là. Marvin faisait intérieur tout le temps et Tomac va à l'extérieur quand il était proche, il va à l'extérieur pour le doubler. On voit Marvin sauter et venir à l'extérieur pour le bloquer. Pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé aussi quand il se fait doubler ou il met Tomac dans la bordure. Je trouvais ça un peu limite, mais bon, il défendait sa place, quoi. Je préfère un mec qui défende sa place en mettant du gaz qu'en faisant ça, parce qu'un mec qui fait ça, il est très facile à anticiper et à doubler. Dès que tu commences à rouler défensif et à vouloir bloquer, le mec derrière, tu le fais 1 ou 2 fois, après il a compris qu'il peut anticiper et il va automatiquement, quand tu es derrière, c'est plus facile d'anticiper et d'être réactif. Donc c'est aussi ces 2 petites choses que pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas efficace de faire ça. Il faut mieux rouler, défendre sa place en mettant gaz et en se concentrant sur les chronos, sur les trajectoires, sur la vitesse et la technique. Tu peux pas bloquer Tomac pendant 5 tours en mettant tes roues dans ses traces à lui, ça peut pas marcher. C'est étonnant parce que Marvin, comme je disais, a été longtemps devant, et à partir du moment où Tomac l'a passé, on a senti une petite déconcentration, et c'est là où il sort de la piste. Ouais, il saute à côté, un peu dans le mou. Donc ça veut dire que d'un coup, tout s'écroule? Pas tout s'écroule. C'est à ce moment-là, tu dis putain, il reste 2 tours ou il reste pas grand-chose. Putain, il faut que j'y aille maintenant parce qu'il faut que je le repasse. C'est presque fini. Donc c'est pas une histoire de concentration, je pense que c'est une histoire de précipitation. Où tu te dis putain merde, il reste 2 tours, il faut que je leur attaque de suite. Alors que je suis en tête depuis le début, quoi. Ouais, donc c'est une petite erreur de précipitation pour contre-attaquer Tomac. Et peut-être que indirectement il savait qu'il fallait pas trop le laisser partir parce que peut-être qu'il était plus rapide.
parce qu'il poussait quand même derrière. Et quand il avait enfin compris, Thomas, que dans la première partie du circuit, ça allait pas et qu'il fallait changer, et qu'il a changé. Donc ouais, je pense que c'était une erreur de précipitation, tout simplement. On va beaucoup parler évidemment de Marvin et d'Eli, parce qu'ils étaient les deux devant et loin devant, mais il y a quand même des pilotes derrière. Et on a du mal à les trouver quand même, les Justin Barcia. Ouais, après c'est le second couteau, on appelle ça. Hein, je veux dire. Les Ken Roczen qui fait des bons départs mais qui n'arrivent pas à tenir. Ouais, c'est encore là encore. Déjà, on m'avait reproché de ne pas te poser la question de Ken Roczen dans le dernier Qu'est-ce qu'il dit. Non, mais le problème c'est que, et j'ai répondu à un mec dans les commentaires d'ailleurs, et j'ai dit dans la lignée où on ne sait pas à quel niveau il est, à quel niveau de son potentiel il est. Raison pour laquelle je ne pose pas la question. Donc voilà, on ne sait pas trop s'il est vraiment handicapé en mouvement dans la main, ou en douleur, ou en force. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Après, les mecs, tu les vois sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout va bien parce que, ils prennent en photo des flaques par terre à côté d'un truc de ski de fond artificiel. Ils sont contents, ils font des sorties de vélo, ils sont contents, ça a l'air d'aller, ils font des manches, ils sont contents. Mais le week-end, ça va pas. Donc on ne sait pas trop quoi. Donc il a l'air de s'entraîner comme un fou et faire du physique, mais ça ne suit pas en course. Donc on n'a pas les infos. On ne sait pas si il roule avec un bras ou si l'autre il est juste là pour le fun ou s'il a deux bras. Donc c'est difficile de savoir. Je pense qu'il faut quand même saluer le fait que Roczen ait fait des courses, qu'il est de retour avec deux grosses blessures, des blessures qui n'étaient pas belles, un bras reconstruit, un autre qui est passé dans la roue et qui n'était pas beau non plus, avec une main pétée. Donc ouais, c'était... il n'a pas eu beaucoup de temps de récupération. Donc Roczen, je ne sais pas s'il va redevenir le vrai Roczen. Et s'il ne revient pas et que c'est seulement qu'il a 100% de son potentiel maintenant, il faut juste saluer le fait qu'il roule encore, quoi. Et qu'il accepte de faire 2x5 alors que potentiellement à 100% c'est un mec qui se bat devant, quoi. Ça, c'est les petites parenthèses Ken Roczen. On peut faire la même avec Justin Barcia qui a priori, on pensait qu'il montait en puissance, mais là, on a l'impression qu'il atteint un cap, là, et qu'il a du mal à passer celui d'après. Ben là, déjà, il fait 2x3, donc c'est quand même bien. Il bat des mecs qui sont pilotes presque officiels comme Baguette. Il bat Roczen. Je veux dire, je pense que le cap, il en a passé. De faire 2x3 en étant remplaçant, hein. C'est un pilote remplaçant cette année, il faut quand même le rappeler, qui s'est blessé aussi en Supercross, qui est revenu. Non, mais je trouve et puis Barcia potentiellement il peut pas gagner, et même au meilleur de Barcia il n'est pas aussi bon que Thomas et que Marvin, donc il est quand même à sa place. Et sur le papier, Roczen est les meilleurs, mais Roczen on ne connaît pas son potentiel. Et Baguette, sur le papier, en théorie, après sa saison de l'année dernière où il a gagné des courses, où il a gagné 2 courses d'affilée, il a fait une course à l'écoute de folie, il a enchaîné avec une victoire à High Point en 2017. C'est un mec qui sait faire d'outdoor, un ancien champion outdoor, et que Barcia n'est pas champion outdoor. Il a gagné des courses, oui, mais sur le papier, un Roczen et un Baguette est meilleur qu'un Barcia. Donc quand Barcia bat les deux, à la régulière, il faut le saluer. Et il faut le féliciter parce qu'il fait mieux que sur le plan, à mon avis. Toi qui aimes bien les chiffres, c'était amusant que les pilotes Barcia fasse 3-3, Baguette fasse 4-4, 5-5, 6-6. Non, Roczen 6-6. Ouais, ça t'a plu, non? Non, non, je m'en fous. Moi, je vois qu'il y a 5 mecs. Et puis, moi, je les aime bien les chiffres quand ça fait des trucs comme ça. Il y a 5 mecs et après, c'est quand tu vois que Bloss fait 2x6. Le Curcio, je ne sais même pas la gueule qu'il a. Lorenzo Lo Curcio, tu as l'impression que c'est un joueur d'Argentine en fait, de foot. Et en fait, il est venu faire une course South Week, il fait 2x7. J'ai jamais vu sa gueule, je sais même pas sur quelle moto il roule. Donc, je sais même pas quel numéro il a. On enchaîne tout de suite sur la deuxième manche et puis on regarde le départ tout de suite. Allez, feu. Not a good job from Tomac again.
And Blake Baggett leads them into the first turn. Justin Bogle loves that outside line. He's used it here for years to steal motorsport.com. Whole shots, and he's done it again to the Suzuki. Musquin quickly around Baggett and quickly around Bogle to the lead. Attends, mais Marvin, tout de suite, hein, et alors lui, c'est moi le patron, je passe devant. Ouais, bon départ. Et puis, il a été sur ce simple où il passe Bogle. Toute la journée, il a été bon, il a sauté super loin, il avait on voit pas, mais il y a beaucoup d'ornières. Enfin là, c'était un peu neuf pour le départ, mais après, il y a beaucoup d'ornières. Et Dylan, je vais dire Dylan pour Marvin, tout le show, c'est la folie. C'est parce que c'est le programme qui s'affiche à ma gauche. On parle souvent de Dylan dans le programme, donc c'est pour ça que tu t'es trompé. Mais je vais l'enlever. Je l'enlève. Marvin, sur ce saut, là, il était vraiment, vraiment top. Donc oui, c'est important et c'est là où il faut porter les attaques. Dans les premiers tours, c'est facile c'est plus facile de doubler parce que les mecs sont paquets, quoi. Et là, on se dit, waouh, c'est reparti. Parce que tout de suite, Thomas qui est revenu. Thomas qui est 6 au premier tour, mais bon. Il est deuxième au bout de. Voilà. Et là, on se dit, on va re-avoir une bagarre de ouf. Re-avoir ou revoir? Ou avoir de nouveau. Et une bagarre de folie qui n'a pas lieu, malheureusement. Qui n'a pas lieu, et on a retrouvé. Il est plus rapide, évidemment. C'est funny parce que je viens de recevoir un texte de Dylan qui me montre les meilleurs temps autour de la deuxième manche. Et je vais le regarder. Donc 4,5 Deuxième manche, 4,5. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on est en train de parler. Voilà, donc exactement. D'accord. Donc le timing est de mal. Est parfait. Et tu vois. Merci Dylan d'ailleurs de nous faire. Dylan, merci. Tu es contributeur de ce show en bois. Hein, tu vois. Meilleur temps en bois d'ébène. Meilleur temps en course en deuxième manche. 2,12,7 Tomac. Marvin, meilleur temps en course. 2,16,3. Donc on est à 3 secondes et demie là. 3 secondes 6. C'est énorme. Tu vois. Donc il m'a envoyé ça, il m'a dit regarde les temps là, il y a souci. Hein. Ouais, mais ça. Il met du gros gaz, évidemment sur le papier plus fort que Marvin. Marvin l'a dit à moitié d'après ce que j'ai entendu après sur le podium, et qu'il ne se sentait pas super bien, que c'était le vieil mort, etc. Mais quand tu vois les temps, et après Eli est redevenu Eli. Donc 6e course, 12e manche de l'année, et il fait une merde. 2 même. Une première, il perd. Avant ça, on s'est quand même dit que c'était plié quand même. Avant qu'il fasse une merde. On a pensé longtemps. Oui, il avait 14 secondes d'avance. Voilà, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà, et on se dit, il a 14 secondes d'avance. Là, il perd il nous fait la même qu'à Anaheim. Il tombe comme un con tout seul devant. Boum, il tanque l'avant à l'entrée de ce virage là. Boum, il a dû se prendre un bon coup sur le côté, sur l'épaule, parce qu'il fait ça, il passe par devant. Levier d'embrayage en bas. Mais Marvin repart juste derrière. Et là, tu te dis, Thomas, il a pris un coup, il a l'embrayage comme ça. Marvin, il va sans doute se bagarrer, donc c'est une aubaine. Et puis non, en fait, ça. Il repart. Comme en 40. Et puis nous en refait une deuxième couche. Il s'en met une deuxième. Et puis là, Marvin, enfin, on profite, quoi. Donc, c'est vrai que il était bien au-dessus du lot. Mais bon, il faut garder ses roues en bas, pas en haut. Garder les roues. C'est étonnant parce que on pense tous les deux que Tomac a beaucoup progressé. Il est patient, le plus patient, il fait attention, etc. Mais on retrouve quand même le Tomac qui chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, exactement. Mais si tu regardes depuis le début de l'année, Hangtown, je l'ai trouvé super en contrôle, debout sur les 4 pieds, il a enroulé. Après Hangtown, il y a eu Glen Helen, donc les 2 manches. Lakewood, 2 manches. High Point, 1 manche. 1 et 2, mais c'était resté bon. Marvin techniquement était meilleur ligne.
Muddy Creek, première manche il gagne, deuxième manche il part comme Il gère. une chèvre, il revient une 3, il gère, c'est bien. Première manche derrière Marvin à Southwick, c'est bien, c'est patient, ça atteint un peu la fin, ça change des traces, ça s'améliore, la stratégie bonne. Et d'un coup, Et voilà, d'un coup, deuxième manche de la saison, on revoit le vrai Tomac, le Tomac d'Anaheim qui est tout seul devant et qui s'en met une et qui fait dernier. Mais bon, ça va qu'il n'a pas dû se faire mal. Il perd quoi? Il perd le général et la manche, mais c'est pas super grave parce qu'ils font statu quo en points, donc il avait beaucoup de points d'avance. Mais c'est. bon, Marvin met un terme à la série de victoires. Bon, c'est une bonne chose. Ouais, victoire au général, ouais. C'est bien que effectivement il gagne, il regagne une course. Et je pense qu'il méritait plus à High Point à la limite. Et la semaine dernière, parce que la semaine dernière. Tu vois, il fait 5 en première parce qu'il tombe dans le premier tour, mais quand tu vois vraiment les circonstances de course, comment ça s'est déroulé, il gagne la deuxième, il tombe pas en première, il fait 2 ou 3, ben il gagne le général aussi. Il méritait plus la semaine dernière qu'aujourd'hui, par exemple. C'est vrai. Tu vois, et alors que les positions sont interchangées, mais c'est bien, c'est bien de gagner une course. Il faut enfin moi j'y crois pas, mais il faut un peu de réussite, quoi, d'opportunisme. On l'a vu avec Dylan. C'est des choses qui arrivent. On fait, c'est du cross, c'est pas de la Formule 1. Si c'était de la Formule 1, jamais Thomas qui perd en deuxième manche. Ou il faut qu'il casse un moteur. Mais là c'est du cross, donc il faut être concentré. Toujours faire attention, évoluer avec la piste. C'est marrant parce que dans tes choix des mots, tu préfères opportunisme à chance? Oui, là Dylan il est opportuniste aujourd'hui. Il est opportuniste, on peut aussi dire il est chanceux. Ouais, non, mais c'est pas la chance. Hein. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit je vais pas donner de chance à Faulkner et je vais donner de la chance à Dylan. Ça c'est comme Dieu, ça. Tu vois, sans doute qu'il y a des croyants. Moi, j'y crois pas évidemment. Mais t'as les mecs qui remercient Dieu. Pourquoi Dieu il dirait que il fait gagner Dungey qui en parle souvent ou Jérémy Martin. Au lieu de, je sais pas moi, de mecs qui en parlent pas, quoi. Pourquoi? Je vois pas. Donc c'est un peu pareil, quoi. La chance, c'est un truc qui. Moi, la chance, c'est plus le hasard de la loterie ou du loto, quoi. Voilà, c'est le hasard, tu gagnes, voilà. C'est pas. Tous les gagnants ont tenté leur chance, non, je trouve ça nul comme slogan. Donc. Non, c'est la réussite, l'opportunisme, de savoir être là au bon moment. Il y en a beaucoup des comme ça. Le meilleur exemple, c'est Reed. Reed, tu vas dire qu'il est chanceux, qu'il a été 2 fois champion US et moi non. 2 fois champion US, une année, Carmichael il est blessé, et l'autre c'est Stewart qui est blessé. Mais c'est une légende et tout. Moi, 2 fois derrière Carmichael et McGrath, mais je suis un has-been. Mais si l'hiver, Carmichael et McGrath étaient blessés, j'avais gagné. Je serais une légende comme Reed ou pas, tu vois? Donc, tu vois? Alors il est chanceux, moi j'ai pas de chance alors. J'ai pas de chance parce que Carmichael et McGrath ils se sont pas blessés. Alors que pour Reed, les 2 meilleurs ils se sont blessés. Il a été champion US. Je trouve que c'est un bon débat, ça. On pourra en parler pendant des heures. Voilà, donc donc moi qu'est-ce que j'ai fait pour pas être chanceux d'avoir quelqu'un le meilleur qui se blesse pour être champion? Allonge-toi, David, je vais te psychanalyser. À la fin de la journée, Cocorico, on a quand même 2 Français sur le podium, donc je vais te laisser l'honneur. C'était pas arrivé depuis quand? Depuis Red Bull 2000. Avec Stéphane Roncada en 125, Yamaha Troy 1-1, et avec Sébastien Tortelli, Honda US 1-1 aussi en catégorie d'ennemi. Bon, Red Bull, ça veut dire que si Dylan et Marvin font 1-1 la semaine prochaine à Red Bull, ils réitèrent l'exploit 18 ans plus tard. C'est beau quand même.
Ouais, mais Non. voilà, c'est 18 ans en moins une semaine, donc tu Ouais. vas pas chipoter là. Non, ils n'ont pas fait un 1 non plus. Ouais, ils ont pas fait un, mais bon, ils gagnent, quoi. On s'en fout du score, vraiment. Quand tu gagnes, c'est comme la semaine dernière. Hein. L'autre, il gagne avec un. Qui c'est qui gagne? Il fait 3-3, il est content. Il gagne 3-2. Ou... Bon, est-ce que tu crois que ça a plu au public américain de voir 2 Français sur le podium? Ouais, ça, c'est un autre débat. Non, on a vu des. Tu m'as montré des photos avec des doigts d'honneur. On la montre ou pas? On peut la montrer, bien sûr. On peut expliquer d'abord la photo de Marvin et le doigt d'honneur. Ah, tu vas montrer les deux? On montre les deux. La première photo, c'est Marvin. Donc, Voilà, qui est. Non, la première photo. Non, à mon avis, la première photo, c'est l'autre. voilà, c'est l'autre. T'as raison. Oui. On montre la photo de l'autre. Voilà, et Donc, voilà. Et Marvin dit, ah ouais, good job. good job. Donc, mais c'est arrivé souvent, on en parlait. Combien de fois, moi, je peux le compter, mais des centaines de fois, on m'a dit, rentre chez toi en France, tu pues, dégage. Et c'était il y a 15 ans. Ouais, moi je suis arrivé. Mais le problème, c'est qu'on te dit ça que quand tu gagnes. Après, quand je gagnais plus, j'étais content. J'étais pote avec. J'avais plus de fans quand je gagnais pas que quand je gagnais. Mais c'est normal. Voilà, quand je gagnais, même dans les tours de reconnaissance et tout aux US, parce qu'à l'époque il y en avait ici et pas en Grand Prix, donc le tour de reconnaissance, des fois on passe super près du public, tu vois, et des mecs dans les intérieurs au bord des trucs, ah Frenchy, go back to France, rentre chez toi en France, tu vois, et il y en a, et c'est une minorité, mais c'est tellement fort et que ça reste. Ça reste des souvenirs. Combien de fois je suis dans le tunnel avant de rentrer dans un stade de SX et que je me bats contre Ricky ou contre Jeremy et que toi, tu te pèles le cul, tu as un blouson et tu as mal au ventre, tu sais que tu rentres et qu'il faut aller au charbon, faire une manche de 20 tours, un SX, c'est dur et tout. T'es dedans, quoi. Tu te concentres, t'es mal, t'as envie de dégueuler, jusqu'à la tombée de la grille, t'es pas bien, quoi, tu vois. Après, quand ça tombe, tu es dans ton naturel, ça va nickel. Mais avant, il y a cette pression, et t'as toujours des mecs dans les gradins qui sont juste là, ils sont à portée de voix, quoi. Hein. Et combien de fois, tu te prends des trucs dans la gueule, ou des pots des verres en papier de soda, ou des conneries qui rentrent chez toi, machin. On est dans un climat, comment on dit, pas favorable quand on est étranger, surtout quand on les bat. Mais après, quand j'étais un mec qui faisait un podium, top 5, là, ça te dérange plus du coup. Non, la TV et tout, nickel, ouais, va, high five. Ouais, en fait, ça les dérange quand tu gagnes. Mais c'est bien, c'est normal, et je trouve que c'est sympa. Nous, en France, on fait un peu l'inverse. Et quand tu as une star américaine qui vient en France, c'est tapis rouge, pignole, tout, quoi. Parce qu'on n'a pas le même tempérament. Ici, c'est. Et là, je suis allé voir parce que j'ai senti venir du diable Vauvert, comme on dit chez nous. Allez voir les commentaires. Racer X sur le post de « Oh, les Français ont gagné ». Allez voir sur Promotocross, sur Instagram, sur Racer X, sur les autres, quand ils disent « Oh, good day bonne journée pour les Français et tout ». Allez voir, faites défiler, vous regardez. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est intéressant. C'est triste que quand même que ça change pas en fin de compte. On est toujours dans ce débat où on n'est pas chez nous, quoi. Ouais, même si toi tu es américain, tu n'es pas chez nous. Et j'en parlais encore avec ma mère, qui est aussi immigrée, tu vois, qui est née au Portugal et que elle est venue quand elle était très jeune, 6-7 ans, et qu'elle ne parlait pas français, c'était la galère à l'école, ils travaillaient dans des champs, mes grands-parents, ils ont trimé comme des fous, et ils se sont jamais trop sentis chez eux, quoi, parce que c'est comme ça, c'est un peu la maladie du moment, pas du moment, hein, il y a des décennies, quoi. Et on a du mal d'accepter l'autre, quoi. Et ça fait partie, et pour moi, surtout Marvin, quoi, putain, je pense qu'il go out of his way, comme on dit, qui fait plein d'efforts. Hein.
il fait plein d'efforts. Tu vois que c'est cheesy à bloc, quoi. Tu vois, c'est, comment on dit cheesy? Cucul à praline. Ouais. C'est un peu cucul à praline, des fois. Ils sont très, ils veulent vraiment être insérés, Ouais, mais en même temps, comment on dit insérés? Non. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ils font des efforts pour être acceptés, etc. Mais je trouve que malgré tous les efforts que Marvin fait, je pense que Dylan s'est plus inséré et plus rapidement avec l'épisode de la bière que Marvin les 6 mois derniers. Tu crois pas? Ouais, mais le problème c'est que Marvin, ça allait. Tant qu'il n'était pas, qu'il gagnait pas régulièrement. Marvin, c'est bien. Oh, c'est bien, Marvin, Mathilde, le couple de Français qui est aux États-Unis. C'est pas inséré, c'est intégré. Intégré, ouais. Mais c'est quand tu commences à gagner que ça grince des dents. Et effectivement, l'épisode de Foxborough n'a pas aidé, parce que bon, Tomac, c'est le nouveau, c'est le Messi américain, si tu veux, c'est le meilleur pilote. Donc, c'est comme et puis, quand moi l'image de Tomac colle bien. C'est un chasseur, il vient de la campagne, il habite au milieu des champs. Avec la base des fans du cross américain, il est en plein dedans. C'est l'image parfaite. À 100% dedans. Donc ouais, il faut pas être trop y toucher, quoi. C'est comme quand je mettais un peu des coups d'épaule à ma tu vois, ça graissait des dents, mais c'est bien parce que ça motive et puis il faut se dire que c'est quand même une minorité. Et on voit les mecs qui disent de la merde et qui insultent les Français sur les réseaux sociaux ou même sur... c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal ça, non? Ouais. Tu te réveilles à 7h moins 20 du soir, toi. T'es pas mal. C'est une minorité parce qu'ils se montrent, tu vois. C'est pas la majorité. Je pense que la majorité aime bien les bons pilotes, ceux qui gagnent, qui se donnent, qui travaillent dur. Je pense qu'il y a quand même ces gens-là, d'où qu'ils viennent, ont une bonne image aux États-Unis. Mais il y a toujours une minorité de cons, et le problème c'est que tu les vois parce qu'ils gueulent, quoi. Tu les entends, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, il faut... c'est comme quand tu joues à l'extérieur. Imagine quand tu es joueur d'OM et tu joues à l'extérieur. C'est dur. Ben nous, on joue à l'extérieur tous les week-ends. Voilà. Et tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas du tout le foot, vous pouvez peut-être arrêter l'émission maintenant, parce que je voudrais faire une petite transition quand même, parce que ce 30 juin va rester dans la mémoire du sport français en général, entre la qualification de la France en quart de finale contre l'Argentine, nos deux Français qui gagnent. On a passé une belle journée franchise. C'est pour ça qu'on a mis nos maillots, n'est-ce pas? C'est pas un souvenir national. C'est un souvenir. C'est un beau souvenir. Les Français. C'est pour ça qu'on a fait des efforts. Ils ont été champions du monde, champions d'Europe. On va en quart de finale. C'est pas un jour exceptionnel. Pour le monde de la moto, c'est important parce que 2 Français ont gagné aux États-Unis. Pour le monde de la moto, et on se rappellera que c'était le jour de France-Argentine. Voilà. C'est comme ça en fait. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est bien ça. Ouais. Parce que si la France ne va pas plus loin, du coup, on se souviendra que de ça. Oui, ils ont gagné. Ah ouais, mais tu te rappelles, c'était le jour France-Argentine. Ok. Ils ont gagné 4-3, c'était cool. Et c'était le jour où c'était le Qu'est-ce qui dit chaud numéro 8 aussi. On ne pouvait pas terminer le Qu'est-ce qui dit chaud numéro 8 sans parler de la semaine prochaine et de ce qui se passe à Red Bud. Mais en fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bah ouais. Oh, mais voilà. Au point de vue des objectifs. Mais bon, Red Bud, on va prendre les magnifique circuit. Voilà, beau circuit. Ce qui est important, on va avoir, à mon avis, la présence de notre élite fédérale. J'ai craché un coup. Élite ça n'a rien à voir avec le fait que tu dis son nom. Non, d'accord. Élite fédérale de la grande FFM, sélectionneur, notre Didier Deschamps à nous. Pascal Finot. Pascal Finot, à mon avis, il sera là. Bon, il a des plus belles dents que Deschamps quand même. Il va venir superviser, regarder pour effectivement les nations. Donc c'est un rendez-vous important, surtout pour nous les Français, parce que on commence à être à maîtriser le sujet aux nations.
Redbud, très belle piste. Bon, c'est un peu saoulant pour les spectateurs parce que c'est en 2 parties, donc tu vois ou un côté ou l'autre. Mais bon, c'est Redbud. C'est la bière coule à flot, tout le monde sanglant. Oh, ça reste une des plus belles courses de la saison avec le plus de monde en plus. Oui, c'est beau, oui. Après, il faut aimer un peu ce truc. Cette ambiance. Cette ambiance un peu. On y essaiera très tôt d'ailleurs, puisqu'on y est dès mercredi à Redbud pour montrer un peu les coulisses de l'événement. Donc, voilà. Ne ratez rien. Puis voilà, Redbud et après un petit week-end off pour. Pas pour se reposer, parce que il faut pas se reposer. Pour aller Au charbon. Au charbon, essayer de faire 2 semaines. 2 bonnes semaines d'entraînement, de préparation, de voir, d'adapter, de faire un peu un programme à la carte pour Dylan, parce que je m'occupe de lui. Essayer de voir ce qui ne va pas, avec peut-être un peu plus de physique, de récup, du spécifique vraiment. On peut faire plus de spécifique parce qu'avec un week-end off, on peut travailler la semaine, faire un petit jour off, retravailler, que d'avoir que 3 jours entre 2 courses. Donc on va essayer de planifier ça, faire un peu de roulage, de la récup, du travail. Enfin, on va faire ça un peu à la carte, essayer de finir. Il restera 5 courses après ça. Essayer de finir en Trombe, Milleville, où je serai d'ailleurs. Je serai aussi à Redbud. Je serai à Milleville. Après, il y a Washougal. Washougal, je ne vais pas pouvoir y aller. Il faut que je sois un peu papa des fois. Et après, il doit y avoir un week-end off. Et après, on finit les 3 dernières. Unadilla, Bud's Creek, Ironman. Dans l'Indiana. À Crawfordsville. Donc, il reste après Redbud. Ça va vite, hein, mine de rien. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Cette saison, elle est longue, je trouve. Vraiment? Ouais, putain, les mecs, ils roulent depuis le premier week-end de janvier, les gars. À un moment donné, ça serait bien d'aller dans les Caraïbes et d'amener maman faire du shopping et pas con, ça. Et à la plage. C'est pas con, ça. Parce que là, il doit en avoir bien ras le cul, tout le monde. Hein. Voilà. On termine là-dessus? Ouais. On espère que l'émission était assez longue parce que, petite pensée pour Cédric Souberas qui est dans son lit d'hôpital. Et, ouais, putain, bah oui, un petit mot, c'est vrai que c'est. Cédric, bon on courage. espère que ça a duré assez longtemps pour que tu te fasses pas trop chier dans ton lit d'hôpital. Hein? Ouais, bon courage, bon rétablissement. J'ai pas vu la chute, j'ai pas voulu la voir. Ouais. Je l'ai entendu. T'as une vidéo, toi, non? Ouais. Il n'a pas voulu la regarder. Et j'aime pas voir les chutes, moi, ça me. Je crains. Je regarde jamais les mecs qui se font mal. Mais dans n'importe quel sport. C'est pas grave. Comme sur Facebook, il y a toujours des mecs. Jamais je scroll parce que j'aime pas. Ça n'empêche pas de dire. Bon rétablissement. Bon rétablissement, Cédric. Et nous, on se retrouve, on ne sait pas quand, comme d'habitude. On est en freestyle. Après Redbud, on fait quoi? Le Redbud après la course, oublie-moi. Parce que moi, toi, tu rentres direct. Je vais à l'aéroport le samedi soir, je rentre chez moi. Parce que, donc on fera un truc écrit avec du son qui est bon. Je suis bien. Ou sinon, on peut faire un podcast sans faute d'orthographe. On peut faire ça aussi. Ça peut être pas mal. C'est pas mal ça. En tout cas, on vous remercie d'être toujours fidèle au Qu'est-ce qui dit show. Si vous prenez autant de plaisir à regarder que nous, on prend le plaisir à le réaliser. Comme ça, on est heureux. Voilà. Ciao les gars. Semaine prochaine, ciao.